tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin, on parle beaucoup de cette campagne pour la primaire de la gauche en France. Et à une semaine du dernier tour, on revient bien sûr sur le deuxième débat télévisé. Il avait lieu hier entre les 7 candidats. Et si c'était un vote utile, l'espère Libération, qui évoque un débat où les candidats auraient enfin réussi à imposer leur projet de société, une primaire libérée de Hollande qui parle du fond, où s'affrontent notamment le revenu universel de Hamon, le revenu décent de Valls, le Made in France de Montebourg ou le New Deal européen de Payon. On voit bien, se réjouit Libé, que nous sommes sur des modèles de société bien différents. Tant mieux pour les débats et les choix laissés aux électeurs. Je cite: un débat plus piquant, estime Le Parisien, qui raconte que François Hollande a toutefois préféré aller au théâtre plutôt que d'y assister. Le journal, qui a fait noter les prestations de chaque candidat par son service politique, attribue sa meilleure note au socialiste Vincent Payon, jugé offensif, 7,5 sur 10, et la moins bonne note à la radicale Sylvia Pinel, trop effacée. Ce débat devait permettre aux candidats de détailler leurs projets. Il aura surtout montré un parti en plein doute, à commencer par le camp hollandais, critique en revanche Les Échos. Des doutes qui sont partagés par ces anciens militants socialistes rencontrés par le journal Le Figaro. D'après le journal, plus de 40 000 adhérents auraient quitté le PS depuis 2012 et moins de 100 000 seraient à jour de cotisation. Un sauf qui peut provoquer, entre autres, selon ces ex-militants, par leur opposition au crédit emploi compétitivité, perçu comme un cadeau fait aux entreprises sans aucune contrepartie d'embauche, à la loi travail ou encore à la déchéance de nationalité. D'après Le Figaro, ce seraient principalement des militants de l'aile gauche du PS qui seraient partis, comme Danielle, une enseignante de 57 ans, qui accuse le PS d'être un parti d'élus sclérosés, droitisés, menant une politique antisociale. Je la cite: je ne reproche pas à Hollande de ne pas avoir réussi, mais de ne même pas avoir essayé de mener une politique de gauche, dit encore Fanny, 33 ans. Le FN, lui, défend les sans-dents, lance Daniel, un retraité passé chez Marine Le Pen. D'autres disent qu'ils voteront Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, qui incarnerait pour les déçus du hollandisme une nouvelle façon de faire de la politique. Emmanuel Macron qui, lui, multiplie de son côté les déplacements et les meetings, Hélène. Macron, ça marche. L'ancien ministre fait salle comble et engrange les soutiens, annonce Le Parisien, qui rapporte que l'entourage du candidat a bon espoir d'obtenir le soutien de Ségolène Royal et qu'ils n'auront pas le fil des discussions avec les amis de François Hollande. Emmanuel Macron, qui a refusé de participer, on le sait, à la primaire et a choisi de faire cavalier seul. À voir avec le dessin de Rançon. Pour 1 euro, tu peux choisir un socialiste à la primaire. Oui, mais gratuitement, tu as Macron, c'est l'effet Uber. Accusé par ses détracteurs de se livrer à une concurrence déloyale, l'ancien ministre chercherait, lui, à flinguer la primaire de la gauche, d'après l'opinion qu'il montre, on le voit, en Lucky Luke, tirant sur les Dalton socialistes, expliquant que celui-ci tente d'enrayer l'éventuelle dynamique de la primaire de la gauche, car son résultat impactera sur sa propre campagne. Illustration du flingage en question. Dans une interview accordée au Soir en Belgique, le candidat estime que la primaire de la gauche est une aberration, une machine à tuer les idées, je le cite. On parle beaucoup de cette primaire de la gauche, on l'a compris dans la presse française ce matin, mais aussi de ce coup de froid en France qui menace le pays, de coupure d'électricité, bien sûr. D'après Les Échos, la vague de froid va mettre effectivement sous forte tension les réseaux électriques, dont les capacités de production ne devraient pas suffire à assurer les pointes de consommation, au point que les particuliers pourraient être incités à modérer leur consommation. Électricité et grand froid, le degré zéro de l'anticipation, fustige l'opinion. Face au gel annoncé cette semaine, pas de bol, un mois de janvier, l'électricité nucléaire reste indispensable et elle le restera encore longtemps, prévient le journal, qui rappelle que le parc nucléaire français est vieillissant et que les délais de rénovation, de construction ou de démantèlement sont tels qu'il faut prendre aujourd'hui les décisions qui éviteront les pénuries d'électricité dans 5, 10 ou 30 ans. Et il estime aussi qu'il aurait fallu prendre hier celle qui aurait évité d'envisager des coupures d'électricité cette semaine. Malheureusement, sur ce plan-là aussi, le quinquennat n'aura été que temps perdu, regrette l'opinion. Tandis que la Croix, Natacha, s'alarme de la situation de l'hébergement d'urgence, déjà au bord de la saturation. Le droit à un toit ne s'éteint pas avec le retour à un temps plus clément, écrit le journal. En attendant une météo plus clémente et des nouvelles, elles aussi plus clémentes, je vous propose, Natacha, pour terminer, de jeter un cil à 20 minutes qui fait preuve, malgré tout, d'une bonne humeur forcenée. Vous ne le saviez sans doute pas, mais le froid, c'est cool, jeu de mots. Meilleure morale, plus de tonicité, moins de risque de maladie. Il y a plus d'une raison de se réjouir de la vague de froid qui s'apprête à déferler sur la France, assure le journal. Comme quoi les coups de froid seraient une idée reçue. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse